Transition, ou l'art de valoriser vos transitions professionnelles, quel que soit votre âge et quel que soit votre secteur d'activité. Amis auditeurs, bonjour. Je suis Mireille Garola et nous parlons aujourd'hui de transition professionnelle. Je vous donne rendez-vous à 14h45 chaque 4e samedi du mois pour notre rendez-vous mensuel. Nous prenons tous constamment des décisions. Cela nous semble tellement naturel que nous n'avons pas l'impression d'avoir besoin pour cela d'une méthode particulière. Pourtant, même les meilleurs d'entre nous commettent régulièrement des erreurs prévisibles. Alors qu'est-ce qu'une bonne décision ? Faut-il se fier à ses intuitions ? Comment remédier aux biais cognitifs qui nous égarent alors que nous n'en avons même pas conscience ? Mon invité aujourd'hui est Olivier Sibony. Il est professeur affilié de stratégie à HEC Paris et pendant 25 ans, il a accompagné les décisions de dirigeants de grandes entreprises au sein du cabinet McKinsey. Il vient d'écrire un livre qui s'appelle « Vous allez commettre une terrible erreur » qui est publié aux éditions Clé des Champs. Daniel Kahneman, qui est prix Nobel d'économie, dit de ce livre un brillant exposé des travaux les plus avancés sur la prise de décision stratégique dans un ouvrage remarquablement agréable à lire. Et je confirme, Olivier Sibony, bonjour. Bonjour Mireille. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire peut-être dans une première partie ? Nous, on a toujours l'impression, en étant expert ou en étant bien dans un métier ou en se fiant sur des choses qui nous ont toujours réussi, qu'on a de l'instinct, qu'on a de la pratique, qu'on a des compétences et qu'on est la meilleure personne pour prendre des décisions. Quand je lis votre livre, je m'aperçois que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'il ne paraît. C'est plus compliqué, mais il faut se rappeler qu'on a raison quand on pense tout ça. Quand on pense qu'on a des compétences, qu'on a de l'expertise, qu'on a appris des choses dans la vie, qu'on connaît un métier, et que donc on a des instincts qui sont sûrs, quand on pense qu'on est meilleur dans son métier qu'on ne l'était quand on a commencé il y a 5 ou 10 ou 15 ou 20 ans, on a généralement raison. Parce qu'on rencontre dans son métier beaucoup de situations répétitives, de situations connues, pour lesquelles l'habitude nous suggère, l'instinct nous suggère, sur la base de notre expérience, des idées, des pistes, on les vérifie rapidement, et puis quand on ne trouve pas d'obstacle majeur à la mise en œuvre de ces idées, on se dit qu'elles sont bonnes, et en général, ça nous réussit très bien. Là où les choses se compliquent un peu, c'est quand on est face à des décisions un petit peu inhabituelles, ou un petit peu plus compliquées que d'habitude, ou qui ressemblent à nos décisions habituelles, et qui en fait sont un petit peu différentes, et qu'on s'appuie un petit peu trop sur notre expérience, et c'est là qu'on va avoir tendance à être conduit dans des mauvaises directions par ce qu'on appelle les biais cognitifs. Alors là, il y en a des centaines qui sont évoquées dans votre livre. Vous parlez de famille et vous en citez principalement 9 qui sont très intéressants. Le premier qu'on utilise beaucoup ou qui arrive beaucoup, c'est lié au storytelling et vous appelez ça trop beau pour ne pas être vrai. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ? 9, c'est plutôt 9 pièges, si on peut dire, ou 9 manières de se tromper. Les biais, proprement dit, la meilleure manière de se les rappeler, j'ai essayé de les résumer en fait en 5 familles, parce que comme vous dites, il y en a des centaines. Les psychologues et les experts en sciences cognitives n'arrêtent pas d'en trouver des nouveaux. Il y en a des très amusants. Il y a le biais qui consiste à ne pas savoir qu'on a des biais, qu'on appelle le bias blind spot, le point aveugle des biais. Bref, il y en a des tas. Du point de vue du manager qui prend des décisions, je me suis dit que c'était utile d'essayer de les résumer en 5 grandes familles, en essayant de dire pour chaque famille dans quelle direction est-ce qu'elle vous emmène. Alors par exemple, la première famille à laquelle vous faites allusion quand vous parlez du storytelling, c'est le biais de confirmation. C'est que dès qu'on a un modèle mental en tête, dès qu'on a une idée en tête, on va avoir tendance à voir tous les signes qui nous confirment qu'on a raison et à ignorer les signaux qui nous disent qu'on pourrait avoir tort. Et ça va être assez systématique. Un exemple de ça qui est assez classique, c'est quand vous avez une force de vente qui est face à des clients,
et qu'elle a une idée sur, par exemple, mon produit est trop cher et c'est pour ça que je n'arrive pas à vendre, tout va lui confirmer que c'est pour ça qu'elle n'arrive pas à vendre. Alors qu'en fait, il y a des tas d'éléments dans le mix qu'on essaye de vendre. Il n'y a pas que le prix, mais chaque fois que je vais aller voir un client, je vais penser que c'est à cause du prix parce que c'est l'idée que j'ai en tête. C'est un exemple très simple. Il y en a des détails, il y en a des beaucoup plus compliqués. Il y en a un que j'ai remarqué pour ma part il n'y a pas longtemps, par exemple, c'est que dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la première phrase de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen vous dit que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics. C'est quand même, il faut quand même être sacrément focalisé sur les droits de l'homme, ce qui est très très bien pour les constituants. Mais il faut quand même être sacrément focalisé pour les droits de l'homme pour se dire qu'au XVIIIe siècle, qui est ravagé par la peste, le choléra et toutes sortes de catastrophes naturelles, les malheurs publics ne viennent que de l'ignorance des droits de l'homme. Ça, c'est quand même le biais de confirmation dans sa plus pure expression. Le second biais qu'on voit probablement beaucoup aujourd'hui, c'est celui que vous appelez, vous lui donnez un titre et vous dites « Steve Jobs, ce génie ». Oui, c'est une autre variante du biais de confirmation ou du biais de modèle mental. C'est la tendance qu'on va avoir à se chercher des modèles. À se chercher des temps héros, d'aujourd'hui, bien sûr. Surtout aujourd'hui. Et on va avoir tendance à faire plusieurs choses. D'abord, on va avoir tendance à attribuer tout le succès de leur entreprise à ces modèles, ou au contraire, tout l'échec d'une entreprise à l'anti-modèle, à celui qui était chargé de la diriger et qui n'a pas réussi, alors que c'est généralement, bien sûr, un petit peu plus compliqué que ça. Il y a un peu un écosystème, il y a des choses qui se passent entre les gens, il y a des circonstances extérieures. Steve Jobs avait quand même quelques collaborateurs chez Apple, on ne peut pas dire qu'il était complètement tout seul. Et surtout, et c'est encore plus pervers, on va avoir tendance à se dire, on va essayer de trouver ce que Steve Jobs faisait de tellement bien. Même ses défauts. Et s'en inspirer. Ses défauts deviennent des qualités, du coup. Même ses défauts deviennent des qualités, mais même si on se concentre sur ce qui est censé être ses qualités, on va essayer de se dire, il faisait comme ça, donc je dois faire comme ça. Un exemple que j'ai entendu plein de fois, c'est on va lancer un nouveau produit et j'y crois vraiment, il faut croire à son produit, il ne faut pas le tester avec les consommateurs. Parce que les consommateurs n'y connaissent rien, ils ne savent pas ce dont ils ont besoin. Ils ne savent pas encore ce dont ils ont besoin. D'ailleurs, Steve Jobs était le premier à le dire, s'il avait demandé aux consommateurs s'ils avaient besoin d'un iPad, ils auraient dit non. Et donc, c'est sur la force de sa conviction qu'il a décidé de lancer l'iPad et regardez le succès que ça a été, moi je vais faire pareil. Alors, c'est très très beau quand on est Steve Jobs. Quand on lance un nouveau parfum de yaourt, c'est peut-être pas exactement la bonne démarche. Je prends un exemple caricatural, mais la tendance à se dire qu'on va essayer d'identifier une pratique dont on pense ou dont on suppose qu'elle est la cause, ou une des causes, mais une cause importante du succès d'une entreprise, déjà c'est une erreur de raisonnement, parce que le succès d'une entreprise tient à beaucoup de choses, et ensuite se dire qu'on va être capable de copier cette pratique et de l'appliquer à une situation qui est très différente, ça peut nous emmener dans des directions un peu dangereuses. Un troisième biais que j'aime beaucoup aujourd'hui, parce qu'il est très à la mode, c'est le biais que vous qualifiez de « soyez des entrepreneurs ». Ah oui, alors Très à la mode, soyez des entrepreneurs. Oui, alors là on est sur les biais qui tiennent à la gestion du risque. En fait, on a un grand problème avec le risque. Quand on dit aux gens « soyez des entrepreneurs », on leur dit « prenez des risques », et c'est très bien de prendre des risques, et bien sûr il faut prendre des risques, et tous les managers prennent des risques. Le problème c'est que personne ne veut se retrouver responsable d'un risque qui a échoué, non pas parce que les gens sont pusillanimes ou parce qu'ils ne veulent pas dépenser l'argent de leur entreprise et qu'ils veillent dessus comme le lait sur le feu, mais parce qu'ils savent très bien qu'a posteriori, on leur reprochera cet échec. Et que les raisons qui étaient parfaitement imprévisibles au moment où ils décidaient de prendre un risque et qui vont se tromper, on les regardera rétrospectivement et on dira « mais comment diable n'as-tu pas vu ça ?» Et comme tout le monde sait ça, en fait, motiver les gens à prendre des risques dans une organisation est très très difficile. Et si vous demandez à n'importe quel patron, est-ce que tu trouves qu'on te propose assez de projets risqués, est-ce que les gens prennent assez de risques dans ton organisation, il dira toujours non, il dira non, je comprends pas pourquoi les gens ne proposent pas des choses, ils se censurent, ils s'auto-censurent, mais je les encourage, je leur dis soyez des entrepreneurs. Et quand vous demandez aux gens si eux, ils veulent porter un projet risqué, ils vous disent mais t'es fou. Donc voilà la tension que vous avez dans toutes les organisations, et elle tient en fait ce qu'on appelle le biais rétrospectif, c'est-à-dire le fait que on jugera toujours des résultats a posteriori. Quand on dit qu'il faut donner aux gens le droit à l'échec ou le droit à l'erreur, c'est ça qu'on dit. Et en fait, ce qu'on devrait dire, c'est donnons aux gens le droit à l'échec, ne leur donnons pas le droit à l'erreur. L'erreur, on doit la juger au moment où on prend la décision,
Au moment où on prend la décision, il faut qu'elle soit bonne. Ensuite, si c'est un échec, il faut le célébrer parce qu'on a pris un risque et qu'on n'a pas réussi. Et on ne devrait pas vous le reprocher. Et c'est très difficile à faire. Un autre biais que j'aime énormément, je l'ai vu plein de fois et principalement dans mon métier aujourd'hui, c'est celui que vous appelez « puisque tout le monde le fait ». Oui, alors ça c'est l'effet moutonnier, si on peut dire, qu'on voit. J'ai peur d'être en retard, il faut que je fasse aussi comme eux. Il faut que je fasse aussi comme eux. Il faut, comme disaient les banquiers fin 2007, début 2008, achetons des subprimes. dansons pendant qu'il y a de la musique. On ne veut pas être le premier à s'arrêter de danser tant que la musique ne s'est pas arrêtée. Donc tous les effets de bulles de comportement moutonnier tiennent à cette manifestation des biais de groupe, c'est-à-dire de la pensée de groupe, de la tendance qu'on a à se ranger à la vie des autres. Alors ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que très souvent, on regarde ces biais de groupe sous un angle un peu moral. C'est-à-dire qu'on se dit... c'est lâche de la part des gens qui se conforment à la pensée dominante. En fait, ils ne sont pas fidèles à ce qu'ils pensent vraiment, et c'est par conformisme social ou par, dans le cas des bulles spéculatives, par intérêt court-termiste, qu'ils se comportent de cette manière-là. C'est vrai. Mais pas que. Mais pas que. Mais pas que, parce que, prenez l'exemple d'une réunion toute bête où on fait un tour de table et on doit dire si on est pour ou contre une décision. Vous avez réfléchi, vous arrivez à la réunion, vous êtes contre. Mais voilà que la première personne qui parle est pour. Et c'est une personne que vous respectez, en qui vous avez confiance. Vous pensez que cette personne a plus souvent raison que tort. Si vous n'êtes pas complètement borné, vous devriez quand même en tenir un petit peu compte. Vous devriez vous dire, les arguments de cette personne sont intéressants, peut-être qu'elle a raison. Donc votre degré de confiance dans le fait que vous êtes contre la décision devrait baisser un petit peu. Et puis si une deuxième personne parle et est pour aussi, logiquement, votre degré de confiance devrait baisser encore un petit peu. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Donc si vous êtes la 4e personne à parler dans cette réunion, ou la 20e, ou la 8e, ou la 10e, et que tous les autres avant ont exprimé un point de vue contraire au vôtre, il y a un moment où vous vous dites tout à fait rationnellement, peut-être qu'ils savent quelque chose que je ne sais pas, peut-être que le jugement de ces gens, qui encore une fois sont des gens en qui j'ai confiance et que je respecte, mérite que j'en tienne compte, et peut-être que c'est moi qui dois réviser mon avis. C'est tout à fait rationnel d'ajuster son avis. Là où c'est pervers, bien sûr, c'est que dans l'exemple de ma réunion, si vous aviez été le premier à parler, et que la deuxième personne à parler avait été du même avis que vous, la troisième qui a parlé la première, peut-être aurait dit quelque chose de très différent. Et là, on arrive dans des très belles techniques de gestion de groupe, notamment dans les comités de direction. Dans des techniques volontaires ou involontaires. On commence à esquisser d'ailleurs les méthodes qu'on peut avoir pour essayer d'éviter ce genre de biais de groupe. Mais on voit bien pourquoi, dans un groupe plus large que celui qu'on a autour d'une table de réunion, vous pouvez avoir un comportement où vous vous dites... les subprimes, franchement, j'y crois pas, mais enfin, il y a un moment, tout le monde en achète. Et puis, les agences de notation les recommandent. Et si je ne suis pas un expert qui a vraiment fait tout son travail et si je n'ai pas une immense confiance en moi, il y a un moment où c'est assez rationnel de finir par y croire. Ce que je vous propose, c'est peut-être dans une deuxième partie d'émission de regarder comment est-ce qu'on peut essayer de décider seul, comment est-ce qu'on peut décider en groupe ou ne pas décider bien seul et en groupe, et puis surtout, qu'est-ce qu'on va faire de ces biais cognitifs pour une recherche d'emploi, un changement de poste ou ce type de choses. Mais avant ceci, je vous propose une pause musicale. Je vous rappelle notre thème d'aujourd'hui. Vous allez commettre une terrible erreur et je redonne la parole à notre invité, Olivier Sibony. Alors Olivier, comment est-ce qu'on peut éviter ses propres biais? Est-ce qu'on peut éviter des propres biais quand on décide? C'est compliqué. En fait, on a tous appris qu'on essaye d'apprendre de nos erreurs, on essaye de ne pas commettre la même erreur 2 fois. Et c'est quelque chose que normalement on est tous capables de faire et qu'on fait depuis qu'on est tout petit. On touche la porte du four, on se brûle, on se dit il fallait pas, je recommencerai pas. On a appris qu'il fallait pas toucher la porte du four. Ça c'est une erreur et on apprend de nos erreurs. Est-ce qu'on peut apprendre à ne pas être sujet à nos biais? C'est beaucoup plus compliqué parce que ce qui caractérise le biais, c'est qu'on n'en a pas conscience au moment où il nous égare. C'est pour ça, soit dit en passant, que Daniel Kahneman, dont vous parliez tout à l'heure, qui est
le psychologue qui a, avec modélisé, Amos Tversky, découvert ou formalisé cette idée de biais. C'est pour ça qu'il a reçu le prix Nobel. Si ce qu'il avait découvert, c'est que l'erreur est humaine et que les humains font des erreurs, on le savait depuis très très longtemps, il n'aurait pas eu un prix Nobel pour ça. Donc il y a bien une différence conceptuelle, si vous voulez, entre l'erreur dont on peut tirer les leçons, qu'on peut apprendre à éviter, et le biais qui est quelque chose dont on ne se rend pas compte. Et donc se rendre compte soi-même qu'on a des biais, c'est extraordinairement difficile. Il y a toutes sortes d'expériences pour essayer de débiaiser les gens, pour essayer de les former à reconnaître certains types de biais, et on y arrive en fait à la marge. On y arrive de manière limitée dans le temps, c'est-à-dire que quand vous dites aux gens fais attention à ce truc-là, ils y font attention un certain temps. On y arrive sur une application particulière et on y arrive dans un contexte donné, mais on n'arrive pas vraiment ou pas systématiquement à ce que les choses qu'on a apprises sur un biais soient transférables à d'autres situations. Donc on a beaucoup de mal à apprendre à surmonter ces biais. Ce qu'on peut faire en revanche, c'est s'aider les uns les autres. Donc là, on se dit super, le groupe va être le remède au biais. On peut essayer, avec les bonnes techniques, de faire en sorte qu'une organisation ne prenne pas des décisions aussi mauvaises que les gens qui sont dedans, parce que dans l'organisation, il y a des gens qui sont différents et qui ont des biais différents, qui vont les conduire dans des directions différentes. Et si on arrive à les confronter et à faire émerger une forme de meilleure décision, on peut essayer d'échapper à cette fatalité. En gros, c'est ça l'idée, c'est tout seul, on ne peut pas faire grand-chose. Quand on se met à plusieurs et quand on s'organise bien pour ça, c'est-à-dire quand on a du collectif mais aussi de la méthode, le collectif et la méthode, on peut essayer de prendre des décisions qui échappent à nos biais. Donc là, est-ce que vous pouvez partager quelques outils de cette méthode avec nous ? Je vous donne l'exemple, par exemple, d'une décision de groupe tout à l'heure, et de la méthode quasi universelle qui consiste à dire, voilà, on a entendu une proposition, maintenant on va faire un tour de table où on demande à chacun de s'exprimer. Alors ça soulève plein de problèmes, cette idée de tour de table, dont celui que je vous décrivais tout à l'heure, qui est que l'ordre dans lequel les gens vont parler va évidemment influer sur le résultat. C'est d'ailleurs parfois quelque chose qui va être utilisé de manière tout à fait intentionnelle et manipulatoire par l'organisateur de la réunion, qui va donner la parole d'abord aux gens qui sont d'accord avec lui et faire en sorte comme ça qu'un consensus émerge. Mais si ce qu'on veut, trop facile, si ce qu'on veut, c'est pas nécessairement un consensus, mais faire émerger un vrai dialogue autour de la bonne décision, ce qu'on peut faire par exemple, c'est demander aux gens d'écrire ce qu'ils pensent avant de commencer à parler. C'est tout bête, hein. Écrire ce que vous pensez, écrire les raisons pour lesquelles vous le pensez, et puis ensuite, on fait un tour de table. On peut toujours changer d'avis, mais c'est plus difficile de changer d'avis quand on a sous le nez ce qu'on pensait il y a 2 minutes et qu'on se dit, tiens, je vais te dire quelque chose de complètement différent. C'est un petit peu plus délicat. Variante de ça, sur quelque chose d'un peu plus précis, c'est une technique qui a été inventée par un psychologue qui s'appelle Gary Klein, qui s'appelle le pré-mortem. Le pré-mortem, ça consiste à dire... Oui, ça pose. Ça consiste à dire, on va faire comme un post-mortem, comme une autopsie, sauf qu'on ne va pas attendre d'être mort. Et on va dire, on est sur le point de prendre une décision, par exemple, de faire une acquisition, de changer d'organisation, de recruter quelqu'un, ou au contraire, de ne pas lancer un nouveau produit. Ça peut aussi être la décision de ne pas faire quelque chose, hein. On fait un exercice, on va se projeter dans le futur. On va supposer qu'on est dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans, dans le bon horizon de temps pour juger du succès de cette décision, et que ça a été une terrible erreur, qu'on le regrette terriblement, et on est en train d'en faire l'autopsie, le post-mortem. Et chacun va se projeter dans ce futur et écrire, encore une fois écrire, pas dire, écrire dans son coin, au passé, les raisons pour lesquelles ça a été une terrible erreur. Et on va écrire, cette décision a été une catastrophe parce que, petit 1, petit 2, petit 3. Et ensuite, on fait le tour de table où chacun lit les raisons pour lesquelles la décision a été une erreur. Pourquoi ça marche ? Parce qu'on est bien meilleur à imaginer le pire. On est bien meilleur à imaginer les explications de ce qui s'est déjà produit qu'on est à imaginer le pire dans l'avenir. Je comprends. Si je vous demande qu'est-ce qui va mal se passer, surtout à haute voix autour de la table alors qu'on est sur le point de prendre une décision, vous n'avez pas envie d'être l'oiseau de mauvais augure. Oui, clairement. Bien sûr, vous allez regarder vos pieds, vous n'avez pas envie d'être l'oiseau de mauvais augure qui va dire « moi j'imagine que ça pourrait se passer », et à qui on va dire « oh mais pessimiste, est-ce que tu fais vraiment partie de ce groupe ?» Alors que si on dit « on est dans l'avenir, on a déjà échoué », on va susciter des discussions qu'on n'aurait pas eu autrement. C'est un exemple parmi des dizaines de petites techniques comme ça, qui sont des méthodes qui permettent au collectif de s'exprimer. Parce que on parle toujours de groupes, de diversité, c'est très important la diversité, mais si on a des gens très divers autour de la table et qui ne s'expriment pas,
ou s'ils s'expriment mais qu'on ne fait pas en sorte que la décision qu'on va prendre au bout du compte tienne compte de leur expression, ils vont plus jouer. D'abord, ils vont plus jouer, ils vont pas jouer très longtemps, et surtout, Bien sûr. ça sert pas à grand chose de s'être cassé les pieds à trouver de la diversité. Donc, il faut du collectif avec de la diversité et de la méthode avec de la rigueur. Et alors, si on est dans le cas individuel de la personne qui se pose des questions professionnelles sur son avenir professionnel, est-ce qu'il faut que je change d'entreprise? Est-ce qu'il faut que j'exprime mes doutes à mon DRH, à mon boss, à mon actionnaire? Est-ce qu'il faut que je parte? Est-ce que j'ai 3 propositions, laquelle il faut que je choisisse? Ou est-ce que je me lance à mon compte? Comment est-ce qu'on peut utiliser ces outils sur ces cas qui sont très impactants, puisque c'est quand même notre vie, pas juste un investissement financier. Bien sûr. Et prenons cet exemple pour illustrer les 3 sortes d'outils qui permettent de mettre en œuvre le collectif et la méthode. Et je parle dans mon livre de dialogue, de décentrage et de dynamique. Le dialogue, ça consiste à dire... Au fond, on réfléchit jamais très bien tout seul. Alors vous disiez, est-ce qu'il faut que j'en parle à mon DRH? Vaste question. Peut-être pas tout de suite. Peut-être pas tout de suite. Mais vous devriez quand même avoir un ami, un collègue, un mentor, quelqu'un en qui vous avez... Un coach, ça arrive très souvent, en qui vous avez confiance et avec qui vous allez avoir un dialogue. Sans dialogue, c'est très compliqué de prendre une décision de ce genre-là. C'est très compliqué de prendre n'importe quelle décision, mais c'est très compliqué de prendre une décision de ce genre-là. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous porte la contradiction, de quelqu'un qui vous force à réfléchir à des choses auxquelles vous n'avez pas pensé, à imaginer des obstacles que vous n'avez pas imaginés, également à imaginer les raisons pour lesquelles vous pouvez surmonter ces obstacles et vous n'y pensez pas forcément. Exact. Donc un coach, un collègue, un ami peut vous aider à faire ça. Le dialogue. Deuxième règle de la bonne décision, ce que j'appelle le décentrage, qui consiste à aller chercher des informations différentes. Je prends un exemple en matière de réorientation. Comment est-ce qu'on se projette dans un job différent? On se dit, je regarde ce job-là et je m'imagine dedans. Je m'imagine moi dedans. Et je me dis, ça me plairait pas. Ou je me dis, si, ça me plairait. En fait, il y a des études là-dessus. Le meilleur prédicteur de est-ce qu'un job va vous plaire, c'est pas est-ce que vous pensez que ce job va vous plaire, c'est est-ce que les gens qui le font... Comment ils en parlent? Est-ce qu'il plaît aux gens qui le font aujourd'hui? On a toujours tendance à penser qu'on est très différent des autres. Et en fait, on l'est pas tant que ça. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que le bullshit job sera toujours un bullshit job. Le bullshit job qui est perçu comme un bullshit job par la majorité des gens qui sont dedans est probablement un job qui ne vous plaira pas. Il faut faire attention aussi au fait que ce que Olivier appelle un bullshit job peut être un job passionnant pour Mireille, et peut-être qu'on a tendu le micro à Olivier pour qu'il nous parle du bullshit job, et pas à Mireille pour qu'elle parle du job qu'elle trouve intéressant. Dans un groupe, tout à fait clairement. Donc le décentrage, c'est ça. On a du biais quand même. On a toutes sortes de biais. Le décentrage, c'est de se mettre à la place de quelqu'un d'autre pour se demander comment est-ce que je regarderais la situation, et d'aller chercher des informations auxquelles on ne pense pas forcément, mais qui sont pertinentes, pour savoir comment prendre la décision. Cet exemple que je vous donne d'aller chercher le taux de satisfaction, si on peut dire, des gens qui sont dans un job particulier ou dans une entreprise particulière, c'est un exemple de raisonnement sur les taux de base, sur les base rates, comme on dit en anglais, qui est de dire, je suis probablement différent et chaque cas est différent, mais enfin, si on connaît la statistique générale, elle nous donne un bon point de départ. Si 90% des gens qui travaillent dans l'entreprise X sont malheureux, je peux me dire que je vais être l'exception parce que je suis absolument passionné par ce métier. Mais enfin, c'est quand même moins probable que si 90% des gens qui travaillent dans cette entreprise sont heureux. Donc le décentrage, c'est d'aller chercher cette information-là, pas de mon point de vue à moi, mais d'un autre point de vue, en l'occurrence du point de vue des gens qui sont dedans. Ça donnera une indication. Ça vous donnera une indication, et plus vous avez d'indications, plus vous avez de données, en fait, de points d'information, plus il y a de chances que votre décision soit bonne. Et la troisième idée qui est capitale, c'est la dynamique. C'est qu'on n'est pas obligé de décider d'un seul coup. Par exemple, quand on parle de réorientation professionnelle, une chose qui est difficile mais qu'on peut commencer à faire, c'est expérimenter. Je prends mon modeste petit exemple de quand on a été consultant pendant 25 ans, comment est-ce qu'on se retrouve à être professeur? Je ne suis pas parti du jour au lendemain en disant je claque la porte, je dis au revoir à mes collègues, à mes clients, à mon salaire et à mes années d'expérience, et demain je décide de devenir professeur à partir de rien. Je suis évidemment
aller donner des cours avant, en marge de mon travail, et j'ai testé, est-ce que ça me plaît ? Est-ce que je suis raisonnablement bon à donner des cours ? Est-ce que j'ai l'impression d'apprendre ? Bref, est-ce que je me projette à faire ça pendant un certain temps ? Et si j'avais pas expérimenté, je serais jamais allé le faire. J'aurais jamais imaginé que je deviendrais prof. Donc, la dynamique de la décision, c'est s'organiser son parcours de décision, son processus de décision, pour qu'on puisse apprendre au fur et à mesure, pour qu'on puisse avancer progressivement et ne pas prendre des paris irréversibles avec des risques trop élevés. Dialogue, décentrage dynamique, ça s'applique en fait très bien à une décision de réorientation. Qu'est-ce que vous diriez en mots de conclusion à nos éditeurs ? Quelles sont les choses dont ils doivent avoir conscience ou quels conseils vous leur donneriez ? S'il n'y a qu'une chose à retenir, c'est que quand on a une décision à prendre, on a tendance à sauter dedans à pieds joints et à se demander qu'est-ce que je dois décider, à parler du contenu tout de suite. Et c'est tout à fait naturel parce qu'on est sous pression de temps, parce que le contenu c'est intéressant, parce que c'est là qu'on apporte notre expertise. Si j'ai un conseil à donner, c'est avant de faire ça, prenez un tout petit peu de temps, mais vraiment un tout petit peu, pour vous demander comment vous allez décider. Avant de se demander quoi décider, se demander comment décider. Comment, ça veut dire avec qui, d'abord, puisqu'on a vu que le collectif c'est important. Ça veut dire avec quels outils, puisque la méthode c'est ce qui permet au collectif de s'exprimer. Ça veut dire en combien de temps. Il y a des décisions où on va dire il faut qu'on la prenne très rapidement, ça fait partie de la contrainte, donc il ne s'agit pas de retarder la décision indéfiniment. Au contraire, il y a des décisions où on va se dire elle est très importante et elle mérite qu'on prenne le temps de collecter plus d'informations. Et donc une fois qu'on va s'être demandé très rapidement comment décider, on va s'apercevoir qu'on va prendre une bien meilleure décision parce que tout ce qu'on sait sur le quoi est toujours là, on n'a rien perdu, mais qu'on va être capable de faire émerger les idées du collectif et de faire émerger des choses auxquelles on n'aurait pas pensé grâce à la méthode. Olivier, je vous remercie de ce moment de partage. Amis auditeurs, je vous retrouverai toujours avec le même plaisir le mois prochain. À bientôt.